Ça commence des femmes enceintes carencées en oméga 3, qui portent des fœtus qui pompent les oméga 3 de la mère pour constituer leur système nerveux. Et en fin de vie, on développe des maladies comme Alzheimer et Parkinson qui sont les plus courantes, quoi. La nécessité d'apporter dans l'alimentation une source végétale, renouvelable et locale d'oméga 3, c'est réellement un besoin impératif et urgent pour corriger l'alimentation des populations développées, quoi. Les gros poissons, souvent, sont donc ceux qui sont le plus riches en ce qu'on appelle les métaux lourds, que l'homme rejette dans l'environnement. La surpêche qu'on constate déjà aujourd'hui, qui met en péril les équilibres, montre que c'est absolument pas une voie à intensifier et à développer, parce qu'elle nous emmène dans le mur. L'avantage de cette plante et de cette floraison tout l'été, c'est que c'est une source vraiment importante pour les insectes pollinisateurs. Si on n'a pas tiré un super tableau de cette graine de chia. On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. On se retrouve pour un nouvel épisode un petit peu particulier car il s'agit d'un extrait d'un épisode publié sur ma deuxième émission Une graine germe. J'ai récemment accueilli au micro d'Une graine germe Frédéric Pougeot, directeur d'Agrophone et fondateur de la filière Chia de France. Lorsqu'en 2015, j'ai transité vers une alimentation plus végétale pour des raisons d'éthique et d'impact environnemental, je me suis tournée vers ces super aliments que l'on trouve chez nous et surtout ailleurs. Sous le prétexte de manger moins de viande, de consommer assez de protéines ou encore de ne pas oublier nos oméga 3, j'ai commencé à consommer des aliments venant de loin, parfois très loin et en grande quantité pour ne surtout pas être carencée comme beaucoup le disent. Sauf que, depuis 2 ans maintenant, il n'est plus question de manger moins de viande pour réduire son impact, mais pour moi, l'enjeu est devenu plus global. Moins de viande, certes, mais aussi consommer local, régional, voire national au maximum et de qualité bien entendu. Pour ma santé et aussi celle de l'écosystème dans lequel j'évolue. Manger des graines de chia venues d'Amérique, plus question. Mais où trouver ces oméga 3 si indispensables à ma santé ? Jusqu'au jour où j'ai découvert la filière Chia de France, des graines de chia bio cultivées en France. Au départ, mon échange avec Frédéric devait être publié uniquement sur mon podcast Une graine germe. Cependant, lorsque je l'ai écouté lors de son montage, je me suis rendu compte que nous avions passé du temps à discuter des bienfaits nutritionnels des graines de chia et de la manière de bien les consommer. Je me suis dit que ça pourrait aussi t'intéresser sur Éclosion. Ce que tu t'apprêtes à écouter est donc un extrait uniquement de notre échange. Si tu désires en savoir plus sur l'histoire originelle des graines de chia et de son mode de culture, ainsi que de ses avantages en termes d'impact environnemental, je t'invite à aller écouter l'échange en entier sur Une graine germe. Bien sûr, le lien de l'épisode est en description. En attendant, dans cet extrait, nous évoquons les besoins nutritionnels de la graine de chia, la problématique de la carence en oméga 3 dans la population française notamment, la différence entre les oméga 3 venant des poissons gras et des autres célèbres graines, comme les graines de lin, enfin la quantité de graines de chia qu'il nous faudrait consommer par jour pour combler nos besoins en oméga 3. Un épisode riche d'enseignements jusqu'à la dernière minute car Frédéric nous partage une petite astuce.
À présent, je laisse place à mon échange avec Frédéric Pougeot. Très belle écoute. Très bonne transition Frédéric, parce que justement j'aimerais que l'on parte explorer les deux grands aspects de la graine de chia, à savoir à la fois ses aspects nutritionnels, donc on a commencé à évoquer, on va venir un petit peu les approfondir, et ensuite que l'on parle de sa filière ou de ses filières agricoles, et donc de ses impacts derrière environnementaux possibles. Revenons aux aspects nutritionnels, avant d'entrer dans le détail de la filière agricole de la graine de chia et de sa culture. J'aimerais qu'on parle un petit peu du pourquoi il serait intéressant de l'introduire dans notre alimentation. Selon vous, vous avez commencé à l'évoquer, je vais vous laisser vous développer votre pensée. Quels sont les grands intérêts à consommer les graines de chia ? Voilà, en termes de bienfaits nutritionnels ou autre impact, par exemple, sur la consommation de produits animaux. Mais vous avez raison de commencer par là, parce que c'est quand même l'intérêt de construire la filière et puis de lancer derrière toute une production agricole, c'est que cette graine apporte quelque chose que les autres n'apportent pas. Et en particulier, au niveau des lipides, ce sont les acides gras polyinsaturés oméga 3. Ce sont des lipides qui sont considérés comme essentiels et surtout qui ne sont pas produits par l'homme. Par contre, je dis l'homme, les mammifères en général. Et par contre, c'est un élément essentiel pour la nutrition des mammifères, puisque c'est le principal constituant du système nerveux, des cellules, des neurones. Les neurones sont constitués en grande majorité d'acides gras polyinsaturés, oméga 3, et c'est ce qui constitue tout notre système nerveux, avec un rôle vraiment essentiel pour le fonctionnement dans la vie mammifère. Or, il se trouve que l'homme n'en fabrique pas lui-même et qu'on doit impérativement le consommer dans notre alimentation. Mais comme notre alimentation, c'est souvent des mammifères, si ces mammifères n'ont pas consommé d'oméga 3, ils n'en transmettent pas à l'homme. Donc la seule source possible, c'est le monde végétal. Or, cet acide gras polyinsaturé est extrêmement rare dans le monde végétal. Et on en retrouve dans la graine de lin, dans des niveaux importants, mais le problème c'est qu'il n'est pas sous forme digestible pour l'homme. On doit soit effectuer un processus industriel pour le rendre digestible, soit passer par l'animal qui lui le synthétise en acides gras de chaîne longue, et donc en consommant le produit de ces animaux, on consomme nous-mêmes une partie de ces oméga 3 qui arrivent dans notre système nerveux. Excusez-moi, je vous coupe, j'ai une petite question par rapport à l'huile, par rapport à la graine de lin. Est-ce que ça signifie que notamment les huiles de lin ne détiennent pas des oméga 3 correctement assimilables par l'humain ? C'est ce que vous signifiez ? C'est ça, oui. D'accord. C'est ça. Les acides gras du lin ne sont pas naturellement digestibles, très mal. Donc il faut passer par l'alimentation animale. Par exemple, des vaches qui consomment du lin auront un taux d'oméga 3 plus élevé dans le lait ou bien dans la viande ou dans les œufs. Pour les poules, oui, tout à fait. Pour les poules, voilà. Filières Donc ça, c'est le circuit, la chaîne alimentaire longue quand on passe par l'animal. Est-ce la même chose sur les autres, par exemple, aliments que l'on considère souvent riches en oméga 3, comme le colza, la noix, par exemple, le chanvre également ? Alors, le chanvre, le colza, il y a des niveaux d'oméga 3 très faibles. Hein. On parle de 6 à 8%. Alors dans le lin, on est à 65%. Ou 60% dans le lin et 65% avec la chia. Donc, quand on dit que le colza est riche en oméga 3, oui, quand on compare à l'huile de tournesol ou l'huile d'olive, ou à l'huile d'olive où il n'y en a pas. L'huile de colza en contient un petit peu et l'huile de chanvre également un tout petit peu. C'est un petit peu exagéré de dire que c'est riche en oméga 3.
quand on est à des taux pareils, mais en tout cas, il y en a plus qu'une absence totale. En tout cas, l'importance de ces fameux oméga 3, c'est quand même quelque chose que les gens ne savent pas suffisamment, c'est qu'on est carencé de manière très importante, de l'ordre de 60 à 70%, c'est-à-dire qu'on consomme à peine 30% de nos besoins, et ça depuis pratiquement 3 générations maintenant. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'agriculture s'est industrialisée et puis quand l'agroalimentaire s'est mondialisé, l'Organisation mondiale de l'agriculture a fait que les zones du monde se sont spécialisées, les uns en protéines, les autres en lipides. Et dans le domaine des lipides, ce qui s'est beaucoup développé, ce sont les huiles de tournesol, dans les pays de l'Est notamment. Sachant que le tournesol, c'est un oléagineux qui n'apporte que des oméga-6, donc des polyinsaturés, mais qui sont très inflammatoires pour le corps. Donc en fait, c'est quand même une huile qui est dangereuse quand on la consomme en trop grande quantité pour ses côtés inflammatoires. Après, bon, il y avait l'huile de palme en Asie. Ça, on a compris il y a quand même déjà quelques années que les acides gras saturés sont mauvais pour le système cardiaque. En tout cas, ne contiennent absolument aucun polyinsaturé. Et puis, il y a l'huile de soja, qui est un sous-produit des protéines, mais qui lui-même apporte des oméga 3, mais qui sont mal placés sur les triglycérides et qui sont utilisés exclusivement en énergie, et absolument pas en acides gras polyinsaturés. Donc en fait, même si on a une présence d'oméga 3 dans l'huile de soja, il n'est pas utilisable par l'homme. Donc en fait, depuis 3 générations, les populations des pays développés sont structurellement extrêmement déficitaires en oméga 3. Et ça, on le note dans les analyses de sang des populations américaines, européennes depuis 3 générations. Et du coup, cette carence chronique entraîne pendant toute la vie en fait, des problèmes comportementaux et en fin de vie, des maladies comme Alzheimer et Parkinson. Aujourd'hui, le lien entre ces maladies de fin de vie et la carence en oméga 3 sur l'ensemble de la vie, c'est un lien établi et qui n'est plus contesté. Donc le problème, c'est que sur l'ensemble de la vie aujourd'hui, ça commence des femmes enceintes carencées en oméga 3, qui portent des fœtus qui pompent les oméga 3 de la mère pour constituer leur système nerveux, parce qu'ils ils ont un besoin énorme pendant la création du fœtus et pendant les premières années de la vie. Donc ce sont des véritables pompes à oméga 3 pour les mères qui du coup sont carencées encore plus et qui terminent leur grossesse avec des dépressions. Et puis ensuite, la carence en oméga 3 des enfants se concrétise, enfin se matérialise par des problèmes comportementaux des enfants qu'on n'avait pas avant. Une construction du système nerveux qui est difficile. Et puis ensuite, pendant l'ensemble de la vie, on note des effets comme par exemple la stérilité masculine, la perte de fertilité des hommes au niveau des spermatozoïdes, puisque c'est encore une fois des oméga 3. On note depuis plusieurs générations cette perte de fertilité des hommes, et elle est liée en partie à cette carence que les jeunes hommes ont pour leur système nerveux, et en particulier sur la viabilité du système des spermatozoïdes, ensuite sur les dépressions pendant la vie, etc. Et en fin de vie, on développe des maladies comme Alzheimer et Parkinson qui sont les plus courantes, quoi. Donc la nécessité d'apporter dans l'alimentation une source végétale, renouvelable et locale d'oméga 3, c'est plus qu'une plante de plus au catalogue des semi-céréales. C'est réellement un besoin impératif et urgent pour corriger l'alimentation des populations développées, quoi. Alors je me permets de faire un petit peu l'avocat du diable, parce que on a bien compris là l'intérêt des oméga 3 de manière générale dans l'alimentation, en plus du fait que c'est propice à un terrain anti-inflammatoire, et donc ça peut protéger également de tout autre type de maladies chroniques et douloureuses notamment. On voit aussi souvent que on peut trouver ces fameux oméga 3 dans les poissons gras, riches en oméga 3, dans les œufs, comme on vient de le dire par exemple, à condition
effectivement que les œufs proviennent d'une filière oméga 3, donc dont les poules ont été nourries avec des graines de lin. Concernant par exemple les poissons gras, est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être la différence des oméga 3 entre les poissons gras et l'origine végétale? Parce que derrière, bien entendu, on comprend que de consommer des graines de chia, c'est intéressant pour éviter cette notion de surpêche. Mais sinon, d'un point de vue vraiment nutritionnel, est-ce qu'il y a un intérêt quand même de garder ces poissons gras dans l'alimentation pour les oméga 3? Quelle est la différence entre les oméga 3 de la graine de chia et ceux que l'on retrouve dans les poissons gras? Le poisson gras fait partie d'une chaîne alimentaire. Alors quand on parle de poisson gras, on parle exclusivement des poissons sauvages, parce que les poissons élevés en pisciculture et qui consomment des aliments un peu comme les vaches à l'engraissement. Du maïs, des céréales, enfin voilà. Ceux-là, s'ils ne mangent pas d'oméga 3, ils vont avoir du mal à en restituer. Il faut être conscient que les oméga 3, ça ne provient que du système végétal. Il n'y a pas de production d'oméga 3 chez les poissons. Donc la chaîne alimentaire des poissons gras sauvages, et non pas d'élevage, c'est au départ le plancton sous-marin. Les planctons qui, eux, sont riches en oméga 3. C'est un petit peu l'herbe et la source végétale du monde marin, qui sont consommés par des petits poissons extrêmement petits, les fish and chips, les tout petites, les sardines et autres, qui consomment ces planctons sous-marins, qui synthétisent les oméga 3. Ces petits poissons sont consommés à leur tour par des poissons qui les avalent en quantité. Et là, c'est la chaîne alimentaire habituelle. Les sardines et petits poissons consomment les oméga 3, eux-mêmes sont consommés par des gros poissons prédateurs, et puis en bout de chaîne, on a l'homme qui pêche ces poissons-là et qui profite de la chaîne alimentaire qui, au départ, part des algues et des microalgues sous-marines. Donc à partir du moment où on élève des poissons de manière intensive, comme on l'a fait pour les bovins, etc., et qu'on leur donne du maïs ou une alimentation sans oméga 3, il n'y en aura pas en bout de chaîne. Il n'y a pas de magie là. Donc le fait de pouvoir alimenter en oméga 3 les populations humaines et donc de court-circuiter la chaîne alimentaire présente évidemment l'intérêt d'être sur une chaîne courte et de compter sur les enzymes qu'on a dans le corps humain et qui aujourd'hui sont utilisées uniquement à synthétiser des oméga 6 inflammatoires. Et là, ça permettrait d'utiliser ces mêmes enzymes pour synthétiser des oméga 3 qui sont en fait l'anti-oméga 6, quoi. Les deux acides gras sont en concurrence dans le corps humain. Et donc, plus on consomme d'oméga 6, moins on a d'enzymes disponibles pour les oméga 3, et plus on reconstitue un équilibre dans l'alimentation avec une source végétale, plus les enzymes pourront synthétiser les acides gras de chaîne longue. Alors d'autant plus que les gros poissons, souvent, sont donc ceux qui sont le plus riches en ce qu'on appelle les métaux lourds, que l'homme rejette dans l'environnement. Donc c'est vrai qu'on favorise souvent la consommation des petits poissons gras plutôt que des gros poissons gras. Donc pour résumer cette première partie sur l'aspect nutritionnel, on a bien compris que les oméga 3 étaient très importants pour l'alimentation humaine puisque ce sont des acides gras anti-inflammatoires et essentiels que l'homme ne sait pas synthétiser par lui-même et qui doit être apporté par l'alimentation. On a bien aussi compris que finalement l'origine primaire des oméga 3 provient en fait du règne végétal, même pour les autres aliments de type produits animaux que l'on dit riches en oméga 3, finalement eux-mêmes se nourrissent des végétaux riches en oméga 3, les fameux planctons, pour avoir leur apport en oméga 3 que après ensuite l'homme récupère par la suite à la fin de la chaîne alimentaire.
On a bien aussi compris qu'il y a différents types d'oméga 3 et qu'il y en a qui sont facilement assimilables par le corps humain et d'autres moins, à savoir que par exemple, effectivement, la graine de lin n'est pas correctement, les oméga 3 contenus dans la graine de lin ne sont pas correctement assimilés par le corps humain et qu'il faudrait passer par finalement le processus de digestion d'un animal de type poisson, poule ou vache, à condition qu'il soit élevé en filière oméga 3, donc avec des graines de lin par exemple, pour rendre les oméga 3 digestibles par le corps humain et donc facilement assimilés. C'est pour ça aussi, j'imagine, que l'on voit souvent qu'il faut favoriser les fameux oméga 3, les compléments alimentaires d'origine du poisson, parce que j'imagine qu'effectivement, il y a eu cette transformation en fait par l'animal pour rendre l'oméga 3 facilement assimilable par le corps humain. Et si on revient à l'origine, dans les graines de chia, il y a ces fameux oméga 3 qui sont à l'origine facilement assimilés par le corps humain. Est-ce que j'ai correctement résumé cette première partie ou est-ce que vous avez des choses à rajouter ou à rectifier ? Les deux choses à rajouter, c'est que ce que j'ai rajouté, si l'on compte uniquement sur le règne animal et en particulier les origines marines, pour fournir les oméga 3 nécessaires aux populations du monde entier, clairement, c'est insuffisant. On pourra vider les mers, en plus ce ne sera pas renouvelable et on n'aura pas suffisamment d'oméga 3 pour alimenter toutes les populations. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, la surpêche qu'on constate déjà aujourd'hui, qui met en péril les équilibres, montre que ce n'est absolument pas une voie à intensifier et à développer parce qu'elle nous emmène dans le mur. Là, c'est pire que tout. On coupe la chaîne alimentaire. Donc il ne faut surtout pas s'engager sur cette voie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les oméga 3 qu'on consomme par le biais des graines de chia demandent un processus enzymatique dans le corps humain qui permet de transformer les oméga 3, le précurseur, je dirais, parce que en fait l'oméga 3 qui est dans l'huile, c'est un précurseur des acides gras de chaîne longue qui vont dans le cerveau. Et la transformation de ce précurseur en acides gras de chaîne longue pour le cerveau se fait grâce à un système enzymatique qui sont les mêmes enzymes que les oméga 6. Et comme je le disais tout à l'heure, ces deux oméga sont en concurrence dans le corps humain. L'efficacité de l'activité enzymatique est de l'ordre de 2 à 3%. Donc c'est très faible quand même. Par contre, une femme enceinte, ça peut monter à 9-10%, l'efficacité enzymatique de la synthèse des oméga 3. Donc en fait le corps, à partir du moment où on lui fournit le précurseur, donc l'huile, le lipide, le corps régule l'efficacité enzymatique en fonction des besoins des différentes périodes de la vie. Et donc, comme je disais, les femmes enceintes sont 5 fois plus efficaces en matière de synthèse d'oméga 3. L'homme, pendant d'autres périodes de sa vie, est à 2-3% parce que le besoin est moins élevé. Mais dans tous les cas, c'est l'activité enzymatique qui rend le précurseur utilisable pour le système nerveux. Mais ce qui est important, c'est de fournir dans l'alimentation les quantités nécessaires pour que le corps lui-même régule cette synthèse. On parlait tout au début de l'intérêt nutritionnel de la graine de chia. Est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à un besoin d'une femme et d'un homme lambda, on va dire d'âge 30-40 ans, en plein milieu de vie, quelle serait la quantité de graines de chia nécessaires par jour ou par semaine pour combler ces apports en oméga 3? Est-ce que vous avez juste un ordre de grandeur? Est-ce que c'est 10 grammes? Est-ce que c'est 1 kilo? Juste pour savoir un peu, parce que ça permet d'ailleurs de mettre en perspective aussi l'achat, le prix et le budget associé. Bien sûr. Donc, quand on a présenté le dossier comme de nouvel aliment, la communauté européenne a classé la graine de chia non pas comme un aliment, mais comme un alicament. C'est-à-dire à mi-chemin entre l'aliment et le médicament.
avec des recommandations de consommation qui n'excèdent pas 50 grammes par jour. Attendez, pardon, au départ c'était 15 grammes par jour. Ce qui était un peu exagéré, puisque la recommandation du précurseur, le besoin quotidien, est de 10 grammes par jour, c'est-à-dire 2 cuillères à café. 2 cuillères à café bien pleines, c'est la consommation quotidienne d'un individu lambda, homme, femme, pendant toute la durée de la vie. Et en fait, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'activité enzymatique qui va permettre de réguler l'apport en DHA, EPA, DHA au système nerveux. Donc je dirais qu'il faut juste se contenter d'apporter les 10 grammes par jour de graines de chia qui est constitué donc à 33% d'huile, et cette huile a 64% d'oméga 3, ce qui correspond à 2 grammes d'oméga 3, de précurseur oméga 3 par jour. Et ensuite, c'est le corps qui régule. À partir de ces 2 grammes par jour, le corps va synthétiser entre 2% et 10% pour apporter l'EPA, le DHA au système nerveux. Donc, le besoin de 10 grammes par jour, 2 cuillères à café, quand on rapporte ça en coût quotidien, c'est juste négligeable, ça n'a pas d'impact sur le budget de la maison. Quand le prix moyen de la graine de chia, ça doit être entre 15 et 20 euros le kilo. Si on consomme 10 grammes par jour sur l'année, on a besoin de 3,5 kg. Donc ça constitue un budget qui est négligeable par rapport aux bienfaits nutritionnels pour la vie, quoi, pour la vie quotidienne. 60 € par personne par an. Voilà. C'est entre 50 et 60 euros, c'est vraiment un budget dérisoire quand on voit le coût derrière que la médecine propose en système curatif des maladies. Il vaut mieux faire de la prévention à 50 € par an que toutes les pilules qu'on peut consommer pour corriger des problèmes de comportement au cours de la vie, quoi. Oui, tous les compléments alimentaires qu'on peut voir, ou même des fois aussi le prix au kilo de certains poissons. Exactement. Ou après aller sur de la surpêche. Alors encore une fois, moi je suis dans cet épisode, dans cet échange, et même dans ma vie, je ne suis pas pour forcément éradiquer ou faire de l'éviction alimentaire, parce que d'ailleurs les poissons, les œufs ont d'autres intérêts, comme les apports en protéines complètes. Donc voilà, on est sur un autre sujet. Mais en tout cas, concernant les oméga 3, on a bien compris qu'à la base, elle est d'origine végétale, que sa capacité d'assimilation est bien corrélée en fait à la capacité enzymatique du corps humain, et qui varie en fonction de ses besoins, et qu'il y a une autorégulation qui est réalisée par le corps. Et que finalement, pour une personne lambda, alors on met de côté peut-être les femmes enceintes et les enfants pour lesquels peut-être il y aurait un apport un peu plus important nécessaire, mais sinon 10 grammes par jour par personne, c'est-à-dire 2 cuillères à café, suffisent pour combler l'apport en oméga 3 nécessaire pour un bon fonctionnement neurologique, et pour un terrain anti-inflammatoire, et rééquilibrer la balance oméga 6, oméga 3. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle, et si elle vient de France, on évite tout le transport derrière qui est lié, et en plus derrière, en termes d'agriculture, c'est une plante qui est très résiliente par rapport au changement climatique, et qui permet de consommer moins d'eau à sa culture, moins d'azote, et qui favorise le développement de la biodiversité, notamment de nos abeilles. Bon, si on n'a pas tiré un super tableau de cette graine de chia. Et encore, on n'a pas évoqué l'apport en fibres solubles, on n'a pas évoqué l'apport en antioxydants. Bien sûr. On n'a pas évoqué l'apport en protéines aussi. En protéines essentielles, justement, qui sont également contenus dans la graine, mais qui sont importants également, mais pas aussi stratégiques que l'oméga 3. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'oméga 3. Eh bien, en tout cas, vous m'avez réconcilié une dernière fois. Effectivement, mais alors, après, je pense que je fais partie aussi des personnes qui, à l'époque, quand on transite vers une alimentation végétale, on découvre un peu la panoplie des choses possibles
pour combler en fait ce manque de produits animaux. Et on peut tomber dans des excès de produits qui viennent de loin, mais aussi plus chers. Et on n'a pas conscience forcément aussi de la quantité nécessaire. Et donc je trouve ça rassurant aussi de se dire que oui, ok, même si ça vient de France, et il vaut mieux les prendre de France, et d'ailleurs heureusement maintenant qu'elles existent en France, le prix au kilo, comme vous l'avez dit, sera de toute façon toujours plus cher que celles qui viennent d'Amérique du Sud. Maintenant on le sait et on peut faire nos achats en conscience. Néanmoins, d'être aussi conscient qu'on n'a pas besoin d'avoir 1 kilo par jour, c'est aussi rassurant et c'est bien de le garder en tête parce que ça permet de venir temporiser, de réguler un peu aussi, de relativiser ce prix au kilo de la graine de chia. Eh bien écoutez, merci beaucoup Frédéric. J'ai juste quelques petites dernières questions pour conclure notre échange. Nous avons donc parlé pas mal de choses aujourd'hui. Pour les personnes aujourd'hui qui, par exemple, écoutent cet épisode et découvrent la graine de chia, ou alors en consomment sans forcément regarder d'où ça vient, selon vous, quel est juste le premier pas à faire à partir du moment où les personnes vont enlever leurs écouteurs de leurs oreilles? Selon vous, quel est le premier pas à faire pour consommer de manière un peu plus raisonnée? Peut-être aussi pour la santé ou pour l'environnement, comme vous voulez. Quel serait le premier pas à faire suite à l'écoute de cet épisode? Bien, la première chose, c'est de s'en procurer. Et puis d'avoir surtout toujours à portée de main sur la table ou comme un condiment supplémentaire pour prendre l'habitude tous les jours ou à plusieurs reprises dans la journée de saupoudrer ou des yaourts ou des salades ou des déjeuners, mais saupoudrer de quelques graines, en fait, l'alimentation quotidienne, comme un condiment. Alors effectivement, ça n'a ni goût, ni saveur, mais c'est cette habitude d'en mettre un petit peu partout, de manière à ce qu'on puisse la digérer et qu'elle fasse son effet, qu'elle puisse être synthétisée dans le courant de la journée de manière assez étalée, quoi. Il ne faut surtout pas faire des cures, c'est-à-dire ne pas en prendre pendant 10 jours et puis tout d'un coup en prendre 40 grammes ou 50 grammes par jour pendant 2 jours. C'est comme l'eau, en fait. Il faut alimenter son corps quotidiennement d'un apport d'eau. Et bien, il faut l'alimenter quotidiennement d'un apport de lipides oméga 3 saupoudrés au cours de la journée, comme on le fait avec une boisson, avec de l'eau par exemple. C'est prendre cette habitude-là. Ça fait penser justement à une question que j'ai oublié de vous poser, à savoir quelle est la meilleure manière de consommer la graine de chia pour qu'elle soit correctement justement digérée par l'organisme. On parle par exemple des graines de lin, vaut mieux les moudre parce que sinon derrière on les relargue de la même manière. Les graines de chia, on entend aussi souvent qu'il faut soit les moudre, soit les faire tremper dans quelque chose pour qu'elles puissent gonfler parce que c'est une graine qui est mucilagineuse. Est-ce que vous confirmez ça ou finalement on peut tout simplement les mettre comme ça dans l'alimentation et c'est très bien aussi? On peut les mettre comme ça dans l'alimentation et c'est très bien aussi. C'est effectivement une graine mucilagineuse, mais elle capte l'eau en je dirais presque quelques secondes, en quelques minutes, et surtout si la température est tiède, elle capte 40 fois son volume d'eau. C'est-à-dire qu'elle contribue à provoquer un effet satiété. Mais le processus de fixation d'eau se fait naturellement pendant le transit. Parce qu'en fait, c'est au niveau du côlon que les fibres sont importantes dans le système digestif. Ce n'est pas au niveau de l'estomac, c'est dans les intestins. Donc on a largement le temps pendant ce transit à ce que la graine se charge en eau et libère les fibres. Donc on n'a absolument pas besoin de les faire gonfler avant. On peut le faire, mais parce que on aura une texture différente puisque la graine aura gonflé déjà. Donc on peut le faire comme ça, en le faisant dans de l'eau et avec du citron par exemple. Je ne recommande pas du tout de la broyer, parce que quand on la broie, on expose les lipides qui sont des polyinsaturés justement à l'air, et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'oxydent. Donc quand les polyinsaturés sont oxydés, ils n'auront plus le même effet. Donc le broyage, non. Et puis il y a de plus en plus de desserts qui sont imaginés par des
des cuisiniers, des cuisinières avec du lait de soja. Il y a vraiment beaucoup de solutions pour l'introduire dans l'alimentation. Mais le mieux, le plus important, je pense que c'est de l'avoir sur la table quotidiennement et de se dire aujourd'hui j'ai pas saupoudré ma cuillère à café ou mes 2 cuillères à café de chia dans ma salade, je vais le faire dans mon yaourt. Mais c'est tous les jours. On peut aussi les saupoudrer sur nos légumes, sur notre soupe ou des choses comme ça. Voilà. Ouais. Ce que vous voulez, exactement ce que vous voulez. Si c'est liquide, c'est mieux quand même. Mais pour les enfants, dans les céréales du matin, ou sur une tartine de confiture, enfin ce que vous voulez. Mais quotidiennement et régulièrement. Avec le petit pollen frais et on est bon. Voilà. Et donc justement, il y avait cette graine de lin également. On dit souvent qu'il faut la moudre ou en tout cas la faire tremper également parce qu'elle est aussi mucilagineuse. Pour autant, quand on ne la fait pas tremper vraiment en amont, on la retrouve quand même dans les selles. Est-ce que c'est parce que la graine de lin est moins mucilagineuse que la graine de chia et que elle est moins digestive. Voilà, elle est surtout moins digestible. Oui. D'accord, ok. C'est compris, tout est compris. J'espère que c'est clair dans la tête de nos auditeurs également. J'ai une toute dernière question pour vous, mais cette fois-ci, c'est à vous. Est-ce que vous avez, vous, une question à poser à nos auditeurs ? Oui, la question que je poserais, c'est pourquoi ne vous intéressez-vous pas plus à ce que vous consommez ? Et je suis surpris du peu d'intérêt que les gens consacrent à la qualité de ce qu'ils mangent. Pas seulement pour l'impact écologique, mais simplement pour l'équilibre alimentaire qu'ils ont chez eux pour leurs enfants et autres. On est vraiment sur des sujets de santé publique et on a vraiment beaucoup de mal à mobiliser une grande partie de la population qui n'est pas bio et qui pourtant a ces fameuses carences en oméga 3 qui est dramatique en fait. Merci beaucoup Frédéric pour votre temps et toutes vos explications. Je laisserai nos auditeurs également éventuellement nous poser leurs questions s'il manquait des choses à creuser dans l'épisode et peut-être que ça fera l'objet d'un prochain épisode. Volontiers, on est à votre disposition. Merci beaucoup et je mettrai bien entendu toutes les informations possibles pour aller creuser la filière Chia de France en description de l'épisode. Merci Frédéric et à très bientôt. Voilà, c'est fini pour l'extrait de mon échange avec Frédéric. Si tu désires accéder à l'épisode entier et découvrir l'histoire, les origines et les avantages de la culture de la graine de chia française, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour te rendre sur ma 2e émission Une graine germe. En attendant, je te souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao! Nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu, inspiré, voire chamboulé. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, collègues, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygiènedevie.fr.